4-26 heures. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas une invasion terrestre, pas une campagne aérienne prolongée, pas un blocus naval massif. Seulement 86 heures de destruction logistique précise, calculée et dévastatrice. Et 300 des chars les plus avancés de la planète se sont retrouvés complètement et définitivement à l'arrêt. Ce qui vient de se produire au Moyen-Orient n'est pas une bataille. Ce n'est même pas une guerre au sens traditionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus sophistiqué et de beaucoup plus lourd de conséquences pour l'équilibre mondial des puissances. C'est la neutralisation chirurgicale de la capacité opérationnelle d'une force militaire entière, exécutée avec une précision et une intelligence stratégique que la communauté analytique occidentale n'était pas prête à reconnaître comme possible. C'est la campagne d'interdiction logistique la plus décisive sur le plan stratégique de l'histoire de la guerre moderne, et les chiffres le prouvent. 300 chars de combat principaux immobilisés, moteurs froids, des équipages assis dans des véhicules coûtant plus de 6 millions de dollars chacun, incapables de bouger d'un seul mètre dans quelque direction que ce soit, une force aérienne qui brûle ses dernières réserves de carburant à un rythme qui lui laisse des jours, pas des semaines, d'opérations aériennes, une infrastructure d'importation pétrolière qui a pris des décennies à construire, détruite simultanément sur chacune de ses voies d'accès en 4-26 heures. Et à Washington, des réunions interagences d'urgence qui n'ont produit qu'une prise de conscience collective. Les réponses préparées pour ce type de situation n'existent pas. Ce n'est pas un revers militaire. C'est un effondrement opérationnel. Et cela s'est produit parce qu'un adversaire a compris quelque chose contre lequel son opposant ne s'était jamais pleinement protégé. Le système d'armes le plus coûteux au monde ne vaut exactement rien sans le carburant nécessaire pour le faire fonctionner. Pour comprendre tout le poids de ce qui s'est produit, le point de départ doit être la physique fondamentale de la guerre mécanisée. Un char de combat principal Merkava 4, le joyau du développement blindé israélien, transporte environ 1400 litres de carburant diesel dans ses réservoirs internes. À un rythme opérationnel de combat, en mouvement, en engagement de cible, avec tous les systèmes embarqués en marche, ce char consomme entre 300 et 400 litres par heure d'opération active. En fonctionnant 8 à 10 heures par jour dans des conditions de combat soutenues, un char entièrement ravitaillé épuise sa charge en 4 à 5 jours sans réapprovisionnement. Quand le réapprovisionnement est coupé dès le premier jour, le compte à rebours commence immédiatement. Et ce compte à rebours s'accélère à un rythme opérationnel élevé, précisément le rythme que ces unités maintenaient lorsque le système de carburant a été détruit. La chronologie de l'effondrement en 86 heures n'est pas une estimation dramatique. C'est un calcul opérationnel conservateur fondé sur les taux de consommation et les charges de carburant embarquées. Ces 300 chars ne sont pas tombés en panne sèche à cause d'une mauvaise gestion logistique. Ils sont tombés en panne sèche parce que chacune des voies qui auraient pu les ravitailler a été détruite avant qu'une mesure compensatoire puisse être organisée. Un tel niveau d'exhaustivité dans le ciblage ne se produit pas par accident. C'est le résultat d'années de collecte de renseignements, de construction de bases de données, de cibles et de planification opérationnelle à un niveau de sophistication qui exige une reconnaissance analytique sérieuse, peu importe la perspective politique. Israël importe environ 97% de ses besoins pétroliers totaux. Il n'existe pas de production pétrolière intérieure significative. Cette dépendance structurelle crée une architecture de ciblage si évidente que tout planificateur militaire sérieux l'identifierait immédiatement. La question n'a jamais été de savoir s'il fallait la cibler. La question était de savoir comment la cibler de manière assez complète pour qu'aucune voie alternative ne puisse préserver le flux de carburant opérationnel au débit requis. La réponse a été la destruction simultanée de toutes les voies à la fois. Le terminal pétrolier du port de Haïfa traite environ 45% des importations pétrolières totales d'Israël. Il a été frappé dans la phase d'ouverture de la campagne par un ensemble combiné de drones à réaction Shahed 238 et de missiles balistiques de précision Fateh 110. Le parc de réservoirs du terminal, son infrastructure de jonction de pipeline et ses systèmes de transfert navire-terre ont tous été ciblés selon une séquence conçue pour une destruction fonctionnelle complète et non pour des dommages partiels réparables.
L'évaluation après frappe a confirmé que le statut opérationnel du terminal avait été réduit à 0 dans les 4 premières heures. 3 heures plus tard, le terminal pétrolier d'Ashdod a été frappé. Le moment choisi pour cet intervalle de 3 heures n'était pas une coïncidence, il était calculé. Les planificateurs logistiques d'urgence israéliens, recevant la confirmation de la frappe sur Haïfa, commenceraient immédiatement à évaluer Ashdod comme solution compensatoire. 3 heures suffisent pour que cette évaluation commence. C'est pas assez de temps pour que une mesure physique de redirection soit mise en œuvre. Lorsque la frappe sur Ashdod est arrivée, elle a détruit à la fois l'infrastructure existante et l'option de secours que les planificateurs israéliens venaient d'identifier comme principal recours. Cette option de secours a été éliminée avant de pouvoir devenir opérationnelle. Le pipeline Eilat-Ashkelon, un pipeline souterrain de 254 km reliant le port d'Eilat sur la mer Rouge à la côte méditerranéenne et fournissant une voie alternative d'importation pétrolière contournant le canal de Suez, a été ciblé par une combinaison de frappes directes sur ces stations de pompage en surface et d'une action maritime coordonnée des Houthis qui a bloqué l'approche de la mer Rouge aux pétroliers. Les frappes contre les stations de pompage ont utilisé des munitions de précision pour détruire l'infrastructure électrique et mécanique à 4 points critiques le long du tracé du pipeline. Cette approche de ciblage exige le remplacement d'équipements industriels complexes et non une simple réparation de dommages physiques. L'interdiction menée par les Houthis a éliminé le trafic de pétroliers qui aurait alimenté le pipeline, même si les dommages aux stations de pompage avaient pu être réparés rapidement d'une manière ou d'une autre. Les 2 lignes d'attaque devaient réussir simultanément. Les 2 ont réussi. Après avoir détruit l'infrastructure d'importation, la deuxième phase de la campagne s'est déplacée vers le réseau de distribution. C'est ce réseau qui transporte le pétrole des installations de stockage vers les unités opérationnelles. Le système militaire israélien de distribution de carburant fonctionne selon une architecture à 3 niveaux. Des réserves stratégiques nationales conservées dans des installations souterraines renforcées. Des dépôts régionaux de distribution servant de tampons entre les réserves stratégiques et les unités opérationnelles, et des points avancés de carburant assurant la distribution du dernier kilomètre aux véhicules et aéronefs individuels au niveau brigade et bataillon. Les dépôts régionaux de distribution ont été ciblés dans des frappes coordonnées touchant 11 installations dans les secteurs nord, central et sud en moins de 2 heures. Cette fenêtre d'attaque simultanée de 2 heures était cruciale sur le plan opérationnel. Une approche de ciblage séquentiel aurait permis au commandement logistique de Tsahal de mettre en œuvre une redistribution d'urgence des stocks de carburant à partir des dépôts non touchés afin de compenser les pertes dans les installations frappées. En comprimant les 11 frappes dans une fenêtre de 2 heures, chaque installation a été touchée avant qu'une redistribution puisse être organisée. Tout l'échelon régional de distribution a été éliminé avant qu'une seule réponse d'urgence puisse être exécutée. Les points avancés de carburant, ces nœuds mobiles de distribution de carburant basés sur des camions et opérant au plus près des unités de première ligne, ont été ciblés par une campagne soutenue d'interdiction par drone qui a détruit la flotte de camions-citernes desservant le secteur nord sur une période de 24 heures. Des munitions rôdeuses de précision ont suivi les mouvements des convois de carburant le long des principales routes d'approvisionnement et ont engagé les véhicules-citernes individuellement. La perte de la flotte de camions-citernes a créé une rupture de distribution du dernier kilomètre qui ne pouvait pas être comblée même si du carburant était resté disponible au niveau des dépôts régionaux, ce qui, après les frappes contre ces dépôts, n'était largement plus le cas. Infrastructure d'importation détruite, dépôts régionaux éliminés, flotte de camions-citernes neutralisée, 3 phases. Rupture complète du flux de carburant opérationnel en 4-26 heures. Les implications pour l'efficacité au combat se sont dégradées beaucoup plus rapidement que les jauges de carburant elles-mêmes. Un char immobilisé n'est pas simplement un char qui ne peut plus rouler, c'est un char qui a perdu sa valeur tactique dans toutes les dimensions de la guerre blindée. La manœuvre, principe fondamental qui donne aux forces blindées leur valeur décisive sur le champ de bataille, exige le mouvement. Un char qui ne peut pas bouger, ne peut pas exploiter des percées, ne peut pas répondre à des menaces de flanc, ne peut pas se repositionner pour engager des cibles au-delà de son champ de tir actuel, et ne peut pas se retirer d'une situation tactique qui se détériore.
Il devient une position défensive fixe dotée d'une puissance de feu coûteuse, utile pour tenir un point précis au sol, incapable de participer à la guerre mobile dynamique autour de laquelle la doctrine opérationnelle de Tsahal est construite. Les implications interarmes s'étendent à toute la force. Les véhicules blindés de transport de troupes qui transportent l'infanterie perdent leur capacité de combat mobile, forçant l'infanterie à adopter des positions défensives statiques beaucoup plus vulnérables aux attaques de précision par drone et missiles. L'artillerie automotrice a besoin de carburant non seulement pour se déplacer, mais aussi pour les systèmes de générateurs alimentant son contrôle de tir et ses équipements de communication. Une artillerie automotrice immobilisée et privée de générateurs devient une collection de grands tubes métalliques qui ne peuvent pas être visés avec précision ni coordonnés efficacement. Le volet aérien aggrave tout. Les bases aériennes israéliennes maintiennent des réserves de carburant opérationnel dimensionnées pour environ 14 à 20 et un jour d'opérations aériennes soutenues au taux de sortie actuel. Avec l'infrastructure d'importation détruite et les réseaux de distribution sectionnés, ces réserves sont consommées sans reconstitution. L'impératif opérationnel de soutenir les forces terrestres immobilisées crée une pression pour effectuer davantage de sorties, pas moins, précisément au moment où la conservation du carburant exige l'inverse. Chaque sortie supplémentaire effectuée pour soutenir des unités terrestres coincées accélère la chronologie menant à l'épuisement du carburant de la force aérienne. La réponse de Washington a confirmé la gravité de ce qui s'était produit, plus clairement que n'importe quelle évaluation opérationnelle aurait pu le faire. Les réunions interagences d'urgence convoquées dans les heures suivant la confirmation de la destruction du système de carburant de Tsahal n'ont pas été productives dans un sens opérationnel. Elles ont seulement permis de vérifier collectivement que les réponses préparées pour cette catégorie de situation étaient toutes soit indisponibles, soit insuffisantes, soit contre-productives dans les circonstances précises qui s'étaient matérialisées. La réponse d'urgence la plus évidente, le réapprovisionnement aérien en carburant des unités de Tsahal déployées à l'avant, se heurte immédiatement à la physique de l'échelle. Le besoin en carburant pour 300 véhicules blindés immobilisés et leur flotte de soutien associée se chiffre en millions de litres. Toute la flotte de transport lourd de l'armée de l'air américaine, avec des C-17 Globemaster et des C-5 Galaxy opérant à des taux de sortie soutenables maximum, pourrait livrer environ 3 à 4 millions de litres par jour si elle était exclusivement consacrée à cette seule mission et si elle opérait depuis des bases situées à portée raisonnable. Cela paraît considérable jusqu'à ce que le calcul révèle que cela représente moins de 2 jours de consommation opérationnelle pour l'ensemble des forces terrestres et aériennes de Tsahal au rythme actuel. Le pont aérien ne peut pas résoudre une crise de carburant de cette ampleur. Il ralentit marginalement la détérioration tout en créant une impression d'action. Il ne peut pas inverser l'impact opérationnel de la perte d'une infrastructure nationale complète d'importation pétrolière. L'option du réapprovisionnement naval, qui consisterait à diriger des pétroliers vers les ports israéliens sous escorte militaire, se heurte au problème que l'infrastructure portuaire capable de recevoir des livraisons pétrolières en vrac ne fonctionne plus. Le terminal pétrolier de Haïfa est non opérationnel. L'infrastructure pétrolière d'Ashdod a été frappée, l'approche d'Eilat par la mer Rouge est interdite. Un pétrolier arrivant dans les eaux israéliennes n'a nulle part où décharger sa cargaison dans un délai opérationnellement pertinent. L'infrastructure physique permettant l'importation pétrolière en vrac n'existe dans un état fonctionnel dans aucun port israélien. Une action militaire américaine directe contre les moyens iraniens d'interdiction du carburant entraînent des coûts que l'environnement politique actuel ne peut pas absorber. Des frappes directes sur le territoire iranien risquent de déclencher une fermeture d'Ormuz. Cela ferait grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux jamais vus dans l'histoire moderne, avec des conséquences économiques internes dans un environnement sensible aux élections qu'aucune administration ne peut gérer. L'échelle d'escalade à partir de frappes directes sur le territoire iranien ne comporte aucun échelon menant à un point d'atterrissage stable à un coût acceptable. Ce qui se trouve sous le bruit des réunions d'urgence et des communications diplomatiques urgentes, c'est la manifestation opérationnelle d'une réalité stratégique que Washington a refusé de reconnaître pendant des années.
La puissance militaire américaine ne peut pas protéger contre un adversaire régional autonome qui a identifié et attaqué systématiquement la vulnérabilité précise dans l'architecture de guerre d'un allié, vulnérabilité pour laquelle une action américaine compensatoire déclencherait des conséquences pires que le problème qu'elle tenterait de résoudre. C'est pas un échec de la capacité militaire américaine prise isolément, c'est une caractéristique structurelle de l'environnement stratégique que l'Iran a délibérément façonné pendant des années de préparation patiente. Ce qui rend cette campagne remarquable sur le plan analytique, au-delà de son succès opérationnel, c'est la retenue délibérée intégrée dans sa doctrine de ciblage. La campagne a été conçue pour immobiliser Tsahal, non pour la détruire. Cette distinction n'est pas incidente. Elle reflète un calcul stratégique d'une sophistication considérable. Une campagne conçue pour détruire Tsahal par un engagement militaire direct exigerait des opérations de combat soutenues à haute intensité contre une force qui, même privée de carburant et partiellement immobilisée, conserve une puissance de feu défensive importante. Elle produirait des pertes massives des deux côtés, générerait des images créant une pression internationale pour une intervention de cessez-le-feu et pourrait déclencher des réponses escalatoires, y compris une application militaire directe américaine que tout acteur rationnel aurait fortement intérêt à éviter. L'immobilisation obtient le même résultat opérationnel à un niveau d'escalade plus bas et préserve le positionnement diplomatique et moral. Le ciblage de l'infrastructure de carburant plutôt que du personnel ou des zones peuplées produit des images d'incendies industriels spectaculaires et significatives sur le plan opérationnel, mais pas le type d'image de victimes humaines qui galvanise la pression d'intervention occidentale. La logique stratégique est précise, effet opérationnel maximal, déclencheur d'escalade minimaux. Ce n'est pas la doctrine de ciblage à laquelle la communauté analytique occidentale s'attendait. Elle aurait dû. Le calendrier de reconstruction rend la réalité opérationnelle permanente dans tout délai pertinent. Les terminaux d'importation pétrolière détruits exigent des mois de construction utilisant de l'équipement industriel spécialisé. Reconstituer une flotte de camions-citernes décimés par l'interdiction de drones de précision exige des délais d'approvisionnement et de livraison mesurés en semaines au minimum. Établir des voies alternatives de distribution de carburant aux moyens d'infrastructures improvisées, à des débits requis pour des opérations blindées à grande échelle, n'est pas réalisable dans un délai plus court que la durée probable du conflit. Les 300 chars immobilisés, silencieux sur les fronts nord et central, ne sont pas un inconvénient opérationnel temporaire en attente d'une solution logistique. Ils sont la réalité opérationnelle permanente de l'équilibre militaire de ce conflit, établi en 86 heures après le déclenchement de la campagne et désormais irréversible dans tout délai qui compte. Le carburant a disparu. La capacité de guerre qu'il soutenait a disparu avec lui. Et ensuite, les négociations, le repositionnement diplomatique, le long processus de reconstruction des infrastructures physiques et des hypothèses stratégiques se dérouleront sur fond d'un équilibre militaire qui reflète la réalité opérationnelle plutôt que les hypothèses que la planification stratégique occidentale a préféré maintenir pendant des décennies. 86 heures ont tout changé. Pas avec une force d'invasion massive, pas avec des armes nucléaires, pas avec le type d'escalade cinétique spectaculaire qui remplit les chaînes d'information en continu. Mais avec la destruction systématique et complète de chaque voie d'approvisionnement en carburant alimentant une armée construite sur l'hypothèse que ces lignes logistiques étaient sécurisées. 300 chars, moteurs froids, réservoirs vides et un ordre stratégique qui ne ressemblera plus au même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.